des militaires autour de la RDC, on avait déjà préparé même l'opinion à ce qu'il y ait hécatombe en RDC, et patatras, surprise, c'est quelqu'un de l'opposition qui est président de la République. Mais d'une manière inattendue. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un de l'opposition et fils de l'opposant de 30 ans. C'est lui qui est aujourd'hui, on va dire, dans l'opinion publique nationale, Etienne Tshisekedi qui est mort il y a à peine quelques temps, mais son fils continuait cette guerre pour l'indépendance, pour la démocratie, pour le bien-être des Congolais, dans l'opposition. On dit de lui, Félix Tshisekedi, et je fais l'occurrence à lui, il est inexpérimenté. Kabila fait 17 ans au pouvoir, il a plus ou moins une idée assez exacte de ce que veulent les Occidents en termes de richesse de la RDC. On dit que Félix Tshisekedi n'a pas assez d'expérience pour pouvoir se mettre en face La question n'est pas au des niveau de multinationales. l'expérience. La question est au niveau qui contrôlerait la RDC pour mettre la main sur ses richesses, comme c'est le cas. Quel que Parce soit le président. La géopolitique aujourd'hui, c'est quoi? Il faut bien comprendre que la répartition du monde, les États-Unis avaient une grande partie de l'Amérique du Sud, une grande partie de l'Amérique du Nord, mais avec un peu le Canada, mais principalement tout ce qui était autour, mais aussi beaucoup de pays d'Europe sous le contrôle des États-Unis, ce qu'on appelait l'Ouest. Jusqu'en 1989, avant que le mur tombe, les États-Unis avaient le monopole de tout ceci. Mais la Russie, même si pendant 10 ans la Russie était un peu en recul, la Russie aujourd'hui a repris complètement les contrôles du monde, y compris des matières premières. C'est pour ça que vous avez vu qu'au Moyen-Orient, la guerre en Irak, avec ce qui s'est passé, la guerre en Syrie, sous contrôle maintenant de la Russie, parce que les États-Unis et les Européens ont échoué, on ouvre le nouveau front en Amérique du Sud avec le Venezuela. En ce qui concerne l'Afrique, nous avons ici 2 membres importants du BRICS. Le Nigeria, vous avez vu que les États-Unis ont imposé l'actuel président, parce que Goodluck, qui n'était pas de leur obédience, a été poussé à la porte. On a fait appel à ces vieux généraux, qui va remplir d'ailleurs, parce qu'il y a les contrôles là-bas. On avait créé Boko Haram pour déstabiliser le Nigeria, parce que le Nigeria était en tête d'affiche pour le BRICS. On a déstabilisé l'Afrique du Sud par rapport à cela, et le Brésil. Il restait la République démocratique du Congo pour les contrôles du cobalt, parce que c'est l'industrie de demain. Justement, le président a Et averti. donc, Joseph Kabila a été combattu parce que il résistait par rapport à ce contrôle. C'est pour ça qu'on l'a poussé à la faute. Il n'a pas commis la faute, il a plutôt déjoué toutes les tentatives de déstabilisation. Mais avec l'élection de Félix Tshisekedi, ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce que il y a le contrôle de l'exécutif par le FCC. Plus de 350 députés au Parlement, desquels vont sortir des ministres qui vont gérer le pays avec un tout petit peu de Félix et de Caméré. Et donc, la guerre va véritablement recommencer aujourd'hui avec quoi? Avec les mêmes ingrédients. Regardez, Mosengo sort du lot, enfin du bois. On le pensait déjà anesthésié, ce n'est pas le cas. Cholet a fait le travail qui n'a pas abouti, Mosengo repart. Regardez comment on a gardé les témoins avec Fayoulou qui continue à contester. Exactement. Et je vais juste finir, pour vous faire comprendre que la guerre n'est pas finie. Oui. On relance la guerre avec la disqualification, pour ne pas dire la délégitimation des institutions. Exactement. Cour constitutionnelle qui a proclamé Félix Tshisekedi président, la CENI qui a organisé les élections, de sorte que quand on va déstructurer tout ceci, on s'achemine vers une crise, négociation, et on espérait avoir le contrôle de la machine. D'accord, merci. Cela me pousse justement à vous poser cette question. Manjolo, Guillaume, quelle posture justement Jean-Marie Kassamba a bien brossé la situation actuelle avec les forces politiques en présence, ce qu'elles vont faire dans les jours à venir avec le rôle de l'Occident, les États-Unis. Justement, quelle posture? Quelle est la posture que doit adopter Félix Tshisekedi pour ne pas tomber dans le panneau? Merci, mais Félix Tshisekedi doit d'abord comprendre que la place de la RDC, c'est une place différente de la place de tous les pays du monde, notamment en Afrique ici. Nous avons une place très particulière. Il doit se poser la question sur la situation au Nigeria qui a posté 2 fois les élections et qui a eu aucune ligne
aucune sanction, aucun mot aux Nations Unies ni dans l'Union européenne. Ils ont posé 2 fois de suite. Ils doivent se poser la question sur la situation au Sénégal, où un certain nombre d'acteurs politiques candidats à l'élection présidentielle ont été enfermés. Ils sont en prison. Ils n'ont pas pris part. D'autres ont été défenestrés. Aucune ligne, ni au niveau des États-Unis, ni au niveau de l'Europe par rapport aux sanctions. Ils doivent se poser la question sur ce qui se passe actuellement en Algérie. Bouteflika, c'est un légume aujourd'hui. D'ailleurs, là, on est en train de le transporter à Genève pour aller le soigner alors qu'il est candidat aux élections pour un 5e mandat. Il doit se poser la question sur l'Ouganda où, quelques jours avant qu'on puisse clôturer les listes électorales par rapport à ce pays-là, où M. Museveni n'était plus éligible, un évêque découvre qu'il y avait un acte de naissance qui modifiait la date de naissance de ces messieurs-là, de 1940 à 1945, lui permettant de pouvoir se positionner de nouveau. Il doit se poser la question sur ce qui s'est passé ici en face, chez Sassou Nguesso, où il s'est repassé alors qu'il a modifié la Constitution. Aussi par rapport à l'âge, il a continué. Et il faut des réponses à ces questions. Voilà. Comment faire maintenant pour contrer les velléités de ces pays occidentaux, de la communauté internationale et multinationale? Tout à fait. Mais dès lors qu'on s'est interrogé sur la non-réaction concertée de toute la planète, Nations Unies, Conseil de sécurité en particulier, les États-Unis et l'Europe, il y a une non-réaction par rapport à tous ces travers dans le processus démocratique. Et comme par hasard, quand il s'agit de la RDC, mais alors là, on sanctionne sans délai. Pour la simple raison qui est celle-ci. Nous sommes le centre du monde, nous recelons l'essentiel de ce qui permet que le monde puisse tourner. Ça a été ainsi avec les caoutchoucs, ça a été ainsi avec l'uranium, aujourd'hui c'est le cobalt. Mais simplement, la mise en place de cet État, l'État indépendant du Congo n'a jamais été mis en place comme étant un État au sens où il nous appartenait. Il a été mis en place comme étant un marché international. Est-ce que dans les textes et dans les têtes, c'est sorti? Non, ce n'est pas encore sorti. Nous sommes pour eux un marché international. Alors, si vous ne prenez pas l'histoire en amont et que vous prenez chaque fois en aval, comme nous dit Kamana, dans les enjeux de la Renaissance africaine, où on n'arrive pas à comprendre ça. Nous sommes le seul pays au monde aujourd'hui qui ne sait pas pourquoi il s'appelle Congo. Pour qu'il ne sait pas pourquoi est-ce que nous sommes Congolais. Pourquoi est-ce qu'on a hérité de cet état-là? On n'a pas encore compris ça. Nous sommes le seul pays qui n'intègre pas dans son hymne national les souffrances endurées, la nécessité d'être patriote et de protéger cet espace. On n'est pas ni des dieux, ni des mains coupées. C'est très grave. Alors que vous prenez la Marseillaise, on vous chante qu'on va devoir inonder tous les sentiers de la République française avec le sang de l'ennemi. On doit protéger à tout prix cet espace-là. Vous écoutez le chant, l'hymne national américain, qui vous parle quasiment de la même chose avec ces drapeaux extraordinaires, la bannière étoilée qu'il faut protéger à tout prix par le sang. Et nous qui avons vécu des choses gravissimes, ce n'est pas été fait de perte d'identité, de perte l'absence des origines vécues. L'absence de la considération en amont de ce que nous êtes, nous sommes plutôt, nous empêche de réfléchir en groupe. Les mythes d'Anakale que nous propose M. Kamana, l'histoire, la fameuse histoire où quelqu'un est sur l'arbre, au-dessus il y a le serpent, en bas il y a les lions, dans l'eau il y a les crocodiles. Alors quand on pose la question, on n'arrive pas à trouver la solution. Pourtant, c'est simple. Si en amont, avant d'aller en forêt, vous prenez les armes nécessaires, c'est-à-dire vous allez en groupe, ensemble, vous saurez comment vous défendre en ce moment-là. Or, la RDC procède d'une gestion individuelle, égoïste, et par cette entremise-là, par ces chemins-là, arrivent tous les aventuriers de la planète savent qu'effectivement en RDC, on a des groupuscules en fonction de leurs intérêts qui vont devoir jouer dans ce type d'opération avec nous. Regardez bien, aucune guerre ne s'est passée en RDC sans l'autorisation des Congolais qui ont participé directement. Aucune activité de type à pouvoir rançonner la RDC ne s'est passée sans l'accord de certains Congolais. Parce qu'en amont, ils ne savent pas pourquoi ils sont Congolais. Ils ne savent pas que le fait qu'ils soient les descendants des mains coupées, que Dieu leur a donné cette terre à travers cette souffrance-là, et c'est par là que l'union sacrée est nécessaire. Ce ciment, cette cristallisation de nos souffrances nous permet de pouvoir dire, voilà, d'abord la protection de notre espace en vertu de ces éléments-là. C'est ça la grande difficulté. C'est la définition même de certaines terminologies comme la nation, le peuple quotidien, les valeurs communes, tout ce qu'on peut partager ensemble en tant que nation, en tant qu'État qui a souffert et
Fredo Lumumba, il est également sur ce plateau. On dit que la communauté internationale change de stratégie, change de schéma. Quand on parle de la guerre contre la RDC, on se pose la question, est-ce que la guerre est finie? Mais en même temps, on a vu venir les sanctions contre certaines personnalités de la CENI, contre le procureur général. D'aucuns ont soutenu en disant que bon voilà, c'est une manière de faire, d'agir de la communauté internationale pour diviser l'actuel président de ceux qui ont géré le pays hier. Oui, je pense que pour tout Congolais qui est conscient, il faut qu'on prenne conscience. Si ce n'est pas conscient, il faut qu'on prenne conscience aujourd'hui. Le Congo vient d'échapper à l'Occident. Depuis 1985, le Congo était considéré comme une entreprise et toutes les multinationales pensaient que les matières premières leur appartenaient, mais avec le nouveau code minier, tout a basculé. Et ça, c'est renforcé par les élections, parce que le Congo a des élections seules et les dirigeants que nous avons maintenant sont nos dirigeants, ils ne dépendent pas de l'Occident. Donc il y a d'abord la rupture. Deuxième chose, il faut que les Congolais comprennent, nous détenons la clé de puissance du XXIe siècle, qui est le cobalt. Sans cobalt congolais, il n'y aura pas de transition énergétique. Donc avec cette clé de puissance, toutes les multinationales, toutes les grandes puissances veulent l'arracher. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Ce n'est pas question du président Kabila, question du président Tshisekedi. On va arracher au Congo sa clé de puissance. Donc si nous détenons cette clé jusqu'au bout, nous résistons, le Congo sera une grande puissance d'ici 2030. Et troisième élément, je voudrais un peu apporter, vous savez, il y a des grandes limitations géopolitiques, il y a des grandes limitations du capitalisme. Nous quittons ce que je peux appeler l'économie de la prédation, qui a été instituée par l'Occident depuis 1492. Le jour l'Occident a mis la main sur le monde avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc ça fait 5 siècles. Ce capitalisme a fait l'esclavage, on a vendu les Noirs, a fait la colonisation, on a volé les matières premières des autres. Ce capitalisme, l'économie de la prédation, a fait ce que je peux appeler ce que je joue en bourse. Quelqu'un qui se réveille le matin, il n'a rien, le soir, il a des milliards. Le spéculateur. Ah, ça vient d'où? La néocolonisation. Donc on est tombé dans ça. Maintenant, le cycle est arrivé à la fin. Il y a une autre nouvelle économie. Et vous verrez que la plupart des Occidentaux, ceux qui sont riches, sont enrichis par la prédation. Pour la plupart. Pas tous. Et maintenant, nous sommes dans un autre cycle de l'économie. Ce qu'on peut appeler l'économie de connaissance. Avec l'innovation technologique. La Chine, donc les pays asiatiques en manière générale, la Corée du Sud et d'autres se sont enrichis sans faire de guerre. Ils sont devenus riches parce qu'ils détiennent maintenant, je peux appeler clé de l'intelligence artificielle avec la révolution de nouvelles technologies. La question qu'on se pose, Manjola en a fait allusion tout à l'heure, est-ce que les Congolais sont conscients de cela? Est-ce que les Congolais sont conscients que d'ici à 2024, la production sur le cobalt va aller jusqu'à 61 milliards d'euros? Est-ce que les Congolais en sont conscients aujourd'hui? Je pense que nous représentons. La difficulté chez nous, c'est notre élite qui est aliénée, en commençant par les médias. Nous discutons des choses, des zones. Des questions essentielles, on n'en discute pas. Donc les problèmes du Congo, ce sont des médias, nos universitaires aussi. Dans des sociétés sérieuses, vous suivez la France, vous suivez l'Amérique, quand il y a des problèmes, ceux qui connaissent, les élites parlent. Ici, on a des élites aliénées, corrompues. Les mesures dans la scène, ils attendent qu'on leur donne un peu de pouvoir, qu'ils mangent, qu'il y ait des maisons et des voitures. Donc, le travail à faire aujourd'hui, c'est rendre les peuples conscients. Et ce que Kaman a dit, il faut libérer l'imaginaire, déformater et reformater l'élite congolaise pour qu'elle comprenne l'essence de l'histoire. On dit que le Congolais est minimaliste, il voit des choses en petit, il ne voit pas les choses en grand. Nous sommes dans un grand pays, mais pour nous, ce pays ressemble à un tout petit village. Pendant que Volkswagen, quand on parle du cobalt, Volkswagen a déjà installé une usine au Rwanda pour se rapprocher justement du cobalt congolais. Mais la difficulté, c'est l'école. Nous sommes produits d'une école héritière de la colonisation.
on forme des capitales, des gens qui doivent réussir par procuration, pour travailler pour les intérêts des autres. Donc si nous voulons changer demain, on change l'éducation. On reconstruit l'éducation par rapport à nos intérêts, pour avoir des élites qui vont faire des intérêts. Et deuxième chose, il faut des médias. Pourquoi les médias étrangers nous inondent? C'est parce qu'en face, il n'y a rien. On peut attaquer le Congo, personne ne peut attaquer Kinshasa, tout le monde dans la danse, tout le monde boit. C'est du jamais vu. C'est quelle élite comme ça? On nous donne l'histoire. Il faut que les autres personnes qui comprennent prennent le courage. L'histoire a toujours été faite par quelques personnes, c'est pas tout le monde. On continue notre ce qu'il faut faire, c'est, pour conclure, c'est déconstruire, déformater, décoloniser l'élite congolaise, reconstruire d'autres personnes qui sont à la hauteur pour gérer ce pays. Merci Jean-Marie Kassamba. Freddy a fait des graves révélations en parlant de l'élite congolaise qui n'est pas à la hauteur, mais on se pose la question, est-ce qu'on est véritablement indépendant? Est-ce qu'on est véritablement souverain? Vous êtes le patron, je l'ai dit lorsque je vous ai présenté, de la presse congolaise, mais lorsqu'on voit par exemple, ce n'est qu'un exemple, certaines chaînes émettent en clair, en RDC, je prends 2 cas, vous avez TV5 qui met en clair, vous avez RFI qui met en clair, c'est la radio. Aucune chaîne congolaise ne met en clair en Europe. Il y a un problème. Sommes-nous vraiment indépendants lorsque vous avez un pays qui est fortement dollarisé, un pays où 2 monnaies circulent? Or, la monnaie, c'est l'attribut de souveraineté d'un pays. Sommes-nous vraiment conscients? Sommes-nous vraiment indépendants? On ne l'est pas, mais aussi consciemment, on se laisse entraîner dans cette dépendance. Regardez le pays de la zone franc, ce qu'on appelle le pays de la zone CFA. Il se laisse emporter dans une domination monétaire depuis plus de 60 ans. Parce que c'était créé à l'époque coloniale, cette monnaie. Pourquoi? Parce que leur leadership est faible ou bien frileux. Dans notre cas, c'est exactement la même chose. Expliquez-moi pourquoi les Congolais, l'élite congolaise, lorsqu'on dit on va réouvrir Schengen, ils sont les premiers à applaudir. Et parce qu'ils doivent voyager, ils Mais doivent aller voir la famille à l'extérieur. Au voyage. Vous voyagez pourquoi faire? Parce que c'est pendant la période de Mobutu qui ont acheté des maisons en Belgique, en France, en Espagne. Ces maisons ont été confisquées. Aucun président africain n'a bénéficié, n'a profité de son argent planqué en Europe juste après son pouvoir. Aucun ministre. Une fois qu'il perd le pouvoir, cet argent est détourné par les avocats, les fiscs de ces pays s'accaparent cet argent, les maisons sont vendues et ils reviennent mourir chez eux, parfois dégarnis. Chez nous, il y a nécessité aujourd'hui que cette symbiose entre Félix Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila Kabange, président honoraire, cette symbiose perdure et s'intensifie de sorte que la majorité parlementaire qui va donner le gouvernement, les gouverneurs de province, plus l'identification des intelligences congolaises ici et dans la diaspora, constitue ce qu'on appelle la résilience congolaise. Pour aller au-delà de cette symbiose, parce qu'il faudrait un programme économique fiable. Je dis bien, la résilience congolaise, pour un peu parer à ce qu'a dit mes amis, c'est que les Congolais doivent se prendre en charge. De quelle manière? Ne pas baisser la tête, parce que la guerre du cobalt, c'est maintenant. C'est maintenant que le monde industriel doit mettre la main sur le cobalt congolais. Il suffit que les Congolais se divisent, qu'on puisse dire à Fachi, écoutez, vous êtes sous le contrôle de Joseph Kabila, il faut vous démarquer. Il suffit qu'on dise à Joseph Kabila, regardez, Fachi est en train de prendre des mesures, chasse aux sorcières, il faut commencer à vous défendre. Il y a l'eau qui entre par là, et c'est la case qui est inondée. Les intellectuels divisés pour mieux régner. Bien évidemment, mais les Belges ont pratiqué ça pendant plus de 100 ans et ça fonctionnait. Regardez ce qui vient nous expliquer que la société civile, les Kapiamba, les Katende, les autres, sont les défenseurs des gens faibles qui n'ont rien à voir.
mais en réalité, ce sont des Congolais qui sont utilisés pour fragiliser leur propre pays. Mais comment est-ce possible? Rappelez-vous, depuis 1960, vous avez un Premier ministre, Lumumba, qui parle de la balkanisation. Nous sommes à plusieurs années après. La même situation, on en parle toujours, la prise de conscience n'est pas au rendez-vous. mais la comment ça se domination de fait? l'Empire, C'est le Congolais La domination de l'Empire, qui a un problème la domination de psychologique, mental. on a parlé de la prédation tout à l'heure. La domination de l'Empire est telle que le bourreau vous fait comprendre qu'il est là pour votre bien. Est-ce que les Vénézuéliens de maintenant sont des robots, sont inconscients pour croire que ce que Chavez a fait pour eux, la redistribution, la lutte, tout ce qui a été fait pour le bien des Vénézuéliens était mauvais, pour qu'un Vénézuélien en ce moment est en train de préparer la guerre contre le Venezuela pour permettre aux États-Unis de contrôler le pétrole vénézuélien. En Libye, c'était la même chose. Ce sont les Libyens que Kadhafi gérait correctement avec l'argent, avec chaque semaine, le niveau de vie, le social qui était bon. Eh bien, c'est à Benghazi, ces Libyens sont partis voir, avec un philosophe français malheureusement, Bernard-Henri Lévy, a vendu cela à Sarkozy qui voulait se venger, et ça fait l'hécatombe que vous voyez aujourd'hui en Libye. Les quelques Irakiens qui avaient trahi Saddam Hussein ont provoqué ce que vous voyez aujourd'hui en Irak. Et au Congo, nous avons la même chose. Quand les gens, on vous explique que votre cour constitutionnelle, ça ne vaut rien, d'ailleurs, celui qui est à la tête, c'est un corrompu, et il y a des Congolais qui défendent ça, c'est de la naïveté. Lorsqu'on vous dit que votre CENI, avec une créativité extraordinaire de la machine, a voté, arrive à organiser des élections correctement et qu'on a des députés, on a aujourd'hui un président de la République, que le président de cette CENI s'était corrompu. Lui et son vice-président. Et il y a des Congolais qui croient en ça. C'est qu'il y a de la naïveté, de l'inconscience quasi permanente. Mais vous savez ce que je voulais vous dire? Oui, très rapidement, on va donner la parole à Guillaume. Cette émission, il ne faudra pas que ceux qui nous suivent ici au Congo, à travers le monde, pensent que c'est des lamentations des Congolais qui sont en train de dire nous pauvres Congolais, on nous attaque, on nous domine. Non. Mais parfois c'est l'impression que ça donne. C'est l'alerte. Lorsqu'on s'attaque à l'Occident, on nous traite d'être trop plaintifs. Non, on ne s'attaque pas à l'Occident. On rappelle que chaque pays doit avoir ses lampes témoins, ses éclaireurs. Lorsque Jeanne d'Arc ou Général de Gaulle défendait les intérêts français, ce n'était pas de lamentation, c'était l'affirmation de l'homme français, de la France libre. D'ailleurs, de Gaulle est même sorti de l'ONU à cause de cela. Merci, grand plateau sur Télé 50, 3 invités face à moi, Freddy Mulumba, politologue, Guillaume Manzolo, il est polyessayiste et philo-politique, voilà, mais également Jean-Marie Kassamba, Guillaume Manzolo. Cette question, on est plaintif, on tend la main à l'Occident, et les Occidentaux vont même très loin en disant vous voulez que d'autres personnes viennent développer le pays à votre place parce que vous êtes vraiment incapable de le faire de vous-même, par vous-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions qu'il faudrait apporter? Lorsqu'on dit par exemple que, ça a été dit à Indaba, en Afrique du Sud, que le marché mondial du cobalt qui revient à la RDC, puisque la RDC elle est pionnière, on dit que c'est un pays pauvre, incapable d'assurer ce marché mondial, qu'il faudrait, les Occidentaux le disent, il faudrait penser à trouver une solution pour que la RDC ne soit pas tête de file. Qu'est-ce que vous pensez à ça? On est incapable véritablement de sortir de la misère, de sortir de l'emprise occidentale. Non, pas du tout, c'est une question d'organisation. On n'arrive pas à bien s'organiser tout simplement. Ce que je peux dire, comme disait Kamala, c'est que on doit faire l'apologie de l'intelligence, célébrer l'intelligence dans ce pays, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, célébrer l'intelligence nous permet de pouvoir rallumer cette flamme de l'indépendance et le souffle de l'authenticité. C'est capital. Voyez-vous, lorsque je regarde la RDC, je vois que nous sommes devenus un punching ball. Tout le monde peut taper dessus.
mais on ne s'arme pas pour pouvoir réciproquer utilement. Et si on parle de plaintes, parce que nous ne sommes pas suffisamment armés pour pouvoir répondre de la manière la plus adéquate. Pourquoi? Nous sommes passés à côté de beaucoup de choses, notamment l'organisation en ce qui concerne notre spiritualité, notre cosmogonie, notre être à travers la culture. Cette question est capitale. Qui sommes-nous exactement? C'est quoi être congolais? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas un grand ministère de la culture et identité nationale? Un pays qui a connu quasiment aujourd'hui, on peut dire, 2 génocides, qui n'a jamais mis ça en exergue, qui passe outre son propre génocide. Léopold trouve 25 millions d'habitants en 1885. En 1903, nous sommes à 12 millions et demi. Il y a plus ou moins 12 millions à 13 millions de personnes qui sont décimées. Aucune ligne dans l'histoire de notre pays, aucun enfant congolais de la maternelle ne sait pourquoi il est congolais. Alors que si on lui rappelle par un grand ministère d'État ou vice-primature à la culture que tu es d'abord congolais descendant des mains coupées, tes parents sont Kimpavita, sont Lumumba, sont Kimbangu, sont Kabila Père, et par conséquent ces gens-là qui sont morts pour cette cause-là, pour défendre, continuer à garnir ou à alimenter la flamme de cette indépendance-là, on doit les honorer. Aucun enfant congolais en maternelle n'a appris les mains coupées. Comment voulez-vous créer un ciment, une cristallisation autour d'un idéal qu'on doit défendre tous? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc on a perdu les repères. Mais on n'a jamais eu les repères. Non, 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 non. C'est pas qu'on a perdu les repères. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu. J'ai regardé il y a quelques jours à la télévision lorsque les gens débattaient, on parlait du ministère de la Culture. Et qui dit culture en RDC, il y a un réflexe direct vers la musique. Qui a déjà organisé les concerts, tout ça, et par conséquent, on donne ce ministère-là. Ce n'est pas ça la culture. Nous sommes le seul pays avec autant de richesses qui n'a aucun prix littéraire. C'est la RDC. Aucun prix littéraire. Aucune édition. On n'a pas d'éditeur congolais. L'édition nationale qui puisse produire les œuvres de l'esprit, la puissance du cerveau. Il n'y en a pas. Nous sommes le seul pays où il n'y a aucun boulevard qui porte le nom d'un philosophe, d'un écrivain. On célèbre Mudimbe aux États-Unis. On lui a donné la chaire de philosophie à Stanford, inconnu en RDC. Quelques-uns peuvent vous dire entre les eaux, oh moi Mudimbe, je souffre d'avoir hérité d'une religion de l'oppresseur et de l'étranger. Je suis devenu le porteur de cette religion-là. C'est énorme entre les eaux. Qui en parle? Nous sommes heureux sur des plateaux de télévision de pouvoir faire référence aux auteurs étrangers et pas aux Congolais. Qui les célèbre? On célèbre un musicien quand il meurt, mais on ne célèbre pas un philosophe. C'est quoi comme pays? C'est lui qui vous indique l'origine des choses, la généalogie des choses et leur orientation. Le monde entier célèbre l'intelligence. En France, il est mieux côté d'être un grand écrivain que d'être chef de l'État. Pourquoi? Parce que c'est ce qui reste. Tout passe, sauf ça. Cicéron en parle encore aujourd'hui. On parle encore aujourd'hui de Socrate. On ne sait pas qui était roi à l'époque. Mais ce sont ces idées-là qui restent à travers les âges et les temps, 2-3 000 ans après. C'est ça qu'on a ignoré jusqu'aujourd'hui en RDC. Voulez-vous faire un ciment? Vous le faites sur base de quoi? Voulez-vous que chaque enfant congolais se lève au matin et prenne sa machette pour se défendre? Mais qui doit prendre le lead pour donner un exemple? Qui doit monter? Nous sommes sans cesse à rappeler cette nécessité. Qui doit aller au charbon, comme on dit? Qui doit aller au charbon? Mais l'idée ici, M. Adam, nous avons été formatés par l'étranger pour agir comme ils pensent que nous puissions agir. J'ai du mal à entendre dans mes oreilles Congo, scandale géologique et tout ça. Un scandale géologique, sans avoir des penseurs pour transformer en matière première, ça ne vaut rien du tout, ça vaut que dalle. Tout à l'heure, vous parlez du cobalt. Juste une petite illustration. Au top du cobalt, on est arrivé à plus ou moins 150 000 $ ou 120 000 $ la tonne. Que la RDC vend, c'est-à-dire que si on doit ponctionner les 2% qu'on avait à l'époque, ça nous fait à peine, je ne sais pas, 24 000 $ sur les 120 ou 2400 $ à peu près. Très bien. Une fois qu'on a pris ce cobalt qu'on a mené aux États-Unis, qu'on y injecte de l'intelligence par les GAFA, cette tonne de cobalt qui a coûté 120 000 $ produit 1 milliard de $. Alors, entre le scandale géologique, la tonne est troquée à 120 000 $ par ceux qui exploitent. La RDC ne possédait à l'époque 2% à peu près. Et qu'au finish,
En y injectant l'intelligence, ça produit 1 milliard, parce que ces outils-là, on en produit par millions au départ d'une tonne. Alors, dites-moi, monsieur, si on y réfléchit un peu bien, n'avons-nous pas suffisamment d'ingénieurs qui peuvent bénéficier d'avoir des financements pour y réfléchir? N'avons-nous pas des penseurs dont on peut vendre des livres dans ce pays ici? Combien de livres des Congolais sont enseignés à l'école primaire et à l'école secondaire? Il n'y en a presque pas. On doit faire des pieds et des mains, nous qui produisons de l'intelligence, on doit faire des pieds et des mains dans les ministères pour pouvoir solliciter, commander que nos pensées soient mises à l'école. Alors que les pensées occidentales qui nous mettent dans une disposition de la xénologie, c'est-à-dire que les lunettes de l'Occident par rapport au noir, nous chaussons la même lunette pour nous regarder nous-mêmes. Ce qui fait qu'on ne peut pas se définir avec les lunettes des autres. Et ça, ce sont les dirigeants congolais qui ont la responsabilité depuis très longtemps. Quand vous n'avez pas un grand ministère de la culture qui met en exergue les fondamentaux de votre être, votre identité nationale, on a eu ça pendant une période en France, lorsque Sarkozy est arrivé, les grands débats sur l'identité nationale. On a rappelé notamment la fameuse phrase de De Gaulle en disant « La France est un pays judéo-chrétien des Blancs et pas autre chose ». Je vais m'arrêter là-dessus pour vous dire, c'est assez pris simplement, monsieur Adam. Voyez-vous, c'est assez pris qu'on peut dire que ce qui nous unit, qui permet à ce qu'on puisse se battre contre l'autre, c'est ça. Je vais clôturer là-dessus avec un élément capital, parce qu'il y a une honte qui me terrasse complètement. Les États-Unis ont été compromis dans l'histoire des élections, chez eux. Corruption de la Russie. Qui a condamné les États-Unis? Qui a condamné la Cour constitutionnelle américaine, la Cour suprême américaine? Personne. Pourtant, ils ont été compromis, tout est là, la vérité est là. Les États-Unis ne veulent plus de la CPI, sont en train de condamner la CPI. À quel titre les États-Unis peuvent se permettre de se gérer dans nos affaires internes en attaquant notre Cour constitutionnelle? Il y a quelque chose qui ne va pas. La généalogie de la morale. Le plus fort a toujours raison et c'est entériné par certains Congolais qui sont en train d'applaudir. Exactement, merci. On accorde également la parole à Freddy Mulumba. Lorsqu'on lit certains philosophes africains, notamment congolais, qui parlent de plus en plus du changement de paradigme, il faut reformater l'homme congolais, on parle de la relecture de l'histoire, on parle énormément de théories pour pouvoir, comme l'a souligné Jean-Marie Kassamba, sortir de la traîtrise parce que la Libye trahie par les Libyens eux-mêmes, le Soudan trahi par les Soudanais, et le Congo est en train d'être trahi par ses propres fils. Oui, vous savez, Adam, moi j'ai toujours l'espoir. C'est par rapport à l'histoire. Il y a des périodes difficiles. Les gens se mesurent et puis ils traversent cette période-là. Je pense que notre cas aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dernièrement, les passages de pouvoir de manière un peu entre guillemets civilisée entre l'ancien président Kabila et le nouveau président Tshisekedi. J'essaie un peu de suivre le discours du président Tshisekedi, me donne un peu d'espoir. Le 15 février 2019, devant le corps diplomatique, j'ai retenu 2 ou 3 choses. D'abord, il dit ici que la politique étrangère, la nouvelle politique étrangère congolaise, est axée sur les partenariats stratégiques au bénéfice de notre peuple. Donc ce n'est pas une politique pour servir les autres, une politique pour servir notre peuple. Comme a dit Trump. Et deuxième chose, pour votre pays d'abord. Et il le répète, il dit, il faut qu'on respecte notre souveraineté, en commençant par nos partenaires traditionnels. Vous connaissez nos relations avec les anciens pays, les pays occidentaux. On nous traite comme des enfants.